Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères à un autre cours de génétique. Notre cours aujourd'hui est intitulé le karyotype normal. C'est le cours du docteur Benissa. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Tous les supports sont disponibles avec leurs liens dans la description. Je vous invite à abonner si vous n'êtes pas encore pour recevoir la suite de ces vidéos concernant ce module et d'autres modules pendant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Donc, notre intitulé aujourd'hui, c'est le karyotype normal et il a comme objectif, c'est de définir la cytogénétique. Définir c'est quoi un karyotype, préciser l'intérêt d'établissement d'une formule chromosomique, lister les indications du karyotype et les différents types de prélèvements utilisés, décrire la technique de réalisation d'un karyotype, les différentes techniques de naturation qu'on va voir, soit chimiques, soit enzymatiques, et établir une formule chromosomique d'une personne. Donc, ça, ce sont des compétences qu'on va avoir dans ce cours-là. Et dans le premier TD qui est le karyotype, on va détailler le karyotype normal. Commençons premièrement par, c'est quoi la définition de la cytogénétique? Donc, la cytogénétique, elle est définie comme l'étude du chromosome de l'individu, du fœtus, l'enfant ou bien l'adulte. C'est grâce à cette branche de la génétique qu'il est possible d'étudier les anomalies possibles qu'on doit rechercher et les maladies qui peuvent en résulter. Donc, je vous invite à consulter le cours des anomalies chromosomiques où on a abordé les anomalies, c'était les trisomies, les monosomies, l'aneuploïdie. Donc tout ça, on a bien détaillé dans le cours des maladies génétiques. Je vous invite à le consulter, il est dans la playlist. Donc ça, c'est premièrement la cytogénétique. Deuxièmement, le karyotype. Le karyotype qui est illustré là dans l'illustration. Donc c'est une technique qui permet l'étude du chromosome d'un individu. Donc cette technique peut bien nous permet d'obtenir une image en microscopie optique des chromosomes d'une cellule au cours de métaphase. Donc notez bien quelle est la phase qui nous permet de faire du karyotype. C'est la métaphase. C'est très essentiel et c'est une question très fréquente d'examen. Et parfois, c'est la prométaphase comme on va voir dans les techniques spécialisées. Donc, c'est du métaphase et de la prométaphase. Notez ça bien. Ce sont des questions fréquentes d'examen. Un karyotype ne peut être obtenu qu'en cas de métaphase ou prométaphase. C'est là où la chromatine a sa condensation maximale vers un chromosome. Donc tout ça, on va détailler dans le cours de structure de la chromatine avec les différents niveaux, différents étages de condensation. Donc restez abonnés pour recevoir les prochains cours prochainement. Donc, en génétique médicale, le karyotype va contribuer à la mise en évidence de remaniements chromosomiques équilibrés ou non déséquilibrés. Donc, ça, ce qui nous permet de dire qu'un karyotype qui est normal ou bien pathologique, équilibré, non équilibré. Et on a parlé de cette notion d'équilibration dans les anomalies de structure. Je vous invite à consulter le cours. Il est dans la playlist. La résolution d'un karyotype standard est celle d'une bande chromosomique. Donc, on va avoir environ 5 à 10 millions de paires de bases. On appelle des mégabases. Donc, dans un karyotype, on a à peu près 5 millions jusqu'aux 10 millions de paires de bases illustrées ou bien condensées et colorées. Donc, le karyotype, c'est l'examen choix pour détecter les anomalies génétiques. C'est l'examen à prescrire devant la suspicion d'une maladie génétique, comme on va voir. Donc, ça, c'était la deux définitions de la cytogénétique et du karyotype. Maintenant, on va entamer la formule chromosomique. Donc, la formule chromosomique, là, c'est très facile. Ça nous fait rappel au cours des anomalies génétiques des chromosomes. Donc, chez l'homme, c'est 46XY. Chez la femme, c'est 46XX. 46 veut dire 2 fois 23, c'est-à-dire 23 chromosomes dupliqués, 22 dites chromosomes somatiques, et le 23e paire, le dernier paire, c'est le chromosome sexuel. Donc, soit XX chez la femme, soit
XY chez l'homme, comme illustré là dans l'illustration. Donc, c'est le plus facile possible. Un karyotype normal, c'est 46 XY pour l'homme, 46 XX pour la femme. En cas d'anomalie, par exemple la trisomie 21, le karyotype, la formule chromosomique, c'est l'examen de choix qui nous permet de détecter un triplement ou bien une trisomie 21 comme on a abordé dans le cours des anomalies génétiques. Donc les cours ont un enchaînement. Je vous invite à traiter les modules ou bien tous les modules comme une entité. Il ne faut pas traiter comme des cours séparés. Il faut simuler entre les notions. Il faut faire l'enchaînement du cours afin de mieux simuler et de prendre une idée totale sur le module. Donc, ça, c'était la formule chromosomique. Ça nous fait rappel au cours des anomalies chromosomiques. Je vous invite à les consulter dans la playlist. Donc, si c'est le cas de la trisomie 21, donc ça va être 47. Donc, 47 veut dire la présence d'un chromosome supplémentaire sur le 21. Donc, et là, c'est la trisomie 21, c'est le syndrome de Down. Donc, passons maintenant à la technique de réalisation d'un karyotype. Donc, c'est facile. Il y a 7 étapes à suivre. Premièrement, c'est le prélèvement du sang. On prélève du sang veineux. Il doit être requis en stérilité dans un tube épariné avec des anticoagulants, du sang, des fibroblastes, des cellules amniotiques, soit du sang fœtal, soit de la moelle osseuse ou bien tissu tumoral ou ganglionnaire. Deuxièmement, c'est la culture cellulaire. On va faire la culture de ces, ces cellules-là avec une incubation de 48 à 72 heures dans un milieu qui contient un pouvoir méthogène. Donc, c'est le phytohémagglutinine ou bien le PHA avec une stimulation de croissance. On utilise le plus souvent les lymphocytes dans une étuve de 37 degrés comme on va voir dans l'illustration. Donc, premièrement, on fait du prélèvement sanguin, c'est veineux. On va faire de la culture cellulaire. Le plus souvent, on utilise les lymphocytes. Troisièmement, il faut faire le blocage par la colchicine. C'est un antimitotique. On va bloquer la différenciation sur la phase de métaphase, ce qui nous permet de bien visualiser les chromosomes. Je vous ai dit que les chromosomes sont bien visualisés dans la phase de condensation maximale. C'est la métaphase. Parfois, c'est la prométaphase qu'on va voir dans les cultures spécialisées. Mais gardez-vous en tête qu'on va utiliser de la colchicine, qui est un métotique, un anti-métotique. Il va arrêter la mitose dans la phase de prométaphase. Qui empêche là? Il va empêcher la polymérisation de la tubuline et donc la formation du faisceau métotique. Donc, on utilise de la colchicine comme antimétotique afin de bloquer la mitose en métaphase. Quatrièmement, on va faire éclater le noyau par un choc hypotonique dans un milieu adéquat afin d'éclater le noyau. Après ça, cinquièmement, c'est la fixation avec de l'acide acétique ou bien le méthanol. Sixièmement, c'est l'étalement sur l'âme de quelques gouttes de cette préparation-là. On fait éclater les membranes fragilisées et libérer les chromosomes qui restent toutefois groupés. Et les lames sont ensuite observées au microscope optique. Dernièrement, la coloration. Vous devez retenir que la simple coloration de Giemsa nous permet de compter et de classer les chromosomes en fonction de leur taille, de leur indice centromérique comme on va voir. Mais maintenant, on va récapituler tout ce qu'on avait dit, ces 7 étapes-là, dans une vidéo illustrative. Donc, premièrement, c'est le prélèvement sanguin. Comme vous voyez là, on va utiliser du sang veineux. La centrifugation pour séparer les cellules. On avait dit qu'on utilise fréquemment, c'est des lymphocytes. Et vous voyez
kilo. Deuxièmement, c'est la culture cellulaire in vitro. C'est à 37 degrés, comme on avait dit ici, c'est le cas de lymphocytes T. Troisièmement, le blocage de mitose en phase. C'est la colchicine. C'est un antimitotique. C'est un qui va empêcher la polymérisation des tubules. Quatrièmement, on va faire du choc hypotonique par une solution hypotonique. Parfois, c'est le KCl pendant 15 minutes à 37 degrés. Pourquoi? Pour faire éclater les noyaux et de libérer les chromosomes. Donc, quatrième étape, c'est le choc hypotonique. Cinquièmement, la fixation chimique. On utilise l'acide acétique méthanol. C'est un fixateur. Donc, et sixièmement, c'est l'étalement. Comme vous voyez là dans l'illustration, laissez tomber quelques gouttes de suspension et va l'étaler sur une lame. Et dernièrement, c'est la coloration à Gamesa et la dénaturation qu'on va voir avec le bonding R et les bonding G comme on va voir dans le titre suivant. Donc si on récapitule, c'est le prélèvement, la culture, blocage de la mitose par la colchicine, le choc hypotonique, fixation, étalement et coloration. C'est très facile. Donc la méthode, elle est facile et on va obtenir après ça un karyotype qui nous permet d'étudier la- le karyosome ou bien le phénotype plutôt le génotype de l'individu afin de rechercher des anomalies génétiques. Donc, ça, c'était la méthode ou bien la technique de réalisation d'un karyotype. Vous devez les retenir. Ce sont des questions fréquentes d'examen. Vous devez garder les mesures, les milieux de prélèvement, les conditions et les produits utilisés. C'est de la colchicine, l'acide l'acide acétique ou bien le méthanol. Et n'oubliez pas la coloration de Gemza. Tout ça sont des questions fréquentes. Vous devez retenir la technique par cœur. Donc, on va passer maintenant à la description morphologique du chromosome en métaphase. Bien sûr, colchicine, à la colchicine en métaphase. Donc, le chromosome, il a des bras, il a un télomère et un centromère. Donc, passons maintenant à la structure du bras. Vous voyez là que le chromosome contient une partie médiane qui est le centromère. Il est indiqué là. Ou bien, c'est nommé le kénotochore. Il a deux bras. Un petit bras, c'est le P, et un long bras indiqué sous la lettre que long. Bien sûr, le chromosome il est formé de deux haploïdes qui sont accolés. Et dans la fin, c'est le télomère. Quel est le rôle de ce télomère? C'est de prévenir l'accollement de ces chromosomes-là pendant des cassures ou bien des mitoses qui sont inappropriées. Donc, le chromosome est constitué par deux bras, un centromère, deux télomères à l'extrémité afin d'éviter le recollement anormal de ce chromosome-là. Et commençons premièrement notre description par les bras du chromosome. Donc, les bras du chromosome sont deux segments principaux du chromosome. Ils sont séparés, bien sûr, par le centromère. Ils sont de longueur dépend de la position du centromère, comme on va voir dans les types des chromosomes. Maintenant, notez bien que ce centromère, il va déterminer trois variétés ou bien trois types de chromosomes. Donc, il existe trois types de chromosomes. On a premièrement à gauche, c'est les chromosomes métacentriques ou bien médiocentriques. Donc, comme leur nom indique, c'est facile à retenir. Le centromère il existe, ou bien il occupe la position centrale avec deux bras de même longueur. Donc, le premier type de chromosome, c'est le chromosome métacentrique. Méta, donc, le centromère occupe la partie centrale du chromosome. Juxtaposé de ce dernier, on a le submétacentrique ou bien le submédiocentrique. Donc, le centromère en noir, il va occuper une position non centrale du chromosome qui va engendrer deux bras
de longueur clairement différentes. Donc, le submétacentrique, il existe une différence qui est claire pour observer à l'œil nu de deux chromosomes ou bien de deux bras longs et petits bras. Dernièrement, l'acrocentrique. Donc le centromère là, il est très proche à l'extrémité du chromosome. Donc ce qui donne un bras qui est vraiment très court et un autre bras qui est vraiment très long. Donc il existe une quatrième variété, c'est le télocentrique, mais ça n'existe pas chez l'homme. Chez l'homme, on a trois. Le métacentrique, le centromère en position centrale, on a le submétacentrique, le centromère dévié. Donc on a deux bras différenciés, petits et courts, et l'acrocentrique. Là, la différence, elle est très remarquable. On a un petit bras qui est très court et un grand bras qui est très, très long. Donc ça, c'était la classification métacentrique, submétacentrique, acrocentrique. Notez ces termes-là, on va les bien détailler dans le TD de classification des chromosomes. Donc, on va les classifier, ces 46 chromosomes concernant des groupes A, B, C, D, E, F et G, comme on va détailler dans le TD. Restez abonnés pour recevoir les prochains cours. Dernièrement, dans la structure, on va aborder la notion du télomère. Donc, les télomères qui sont indiqués là, c'est l'extrémité, sont des chromosomes terminaux. Ils sont agrandis, les chromosomes, ils sont l'air de fermer le bout du chromosome normand. Donc, ce sont des parties structures, ne sont pas codées des gènes. Donc, par conséquent, ils ne peuvent pas se lier avec d'autres au bout du chromosome cassé. Donc, le télomère, c'est lui qui va garder la structure du chromosome intacte. Il empêche le recollement anormal de ces chromosomes-là lors des cassures des autres. Donc, c'est du centromère. Le télomère, ça, ce sont des structures, sont des parties structurales. Et au milieu, bien sûr, c'est les bandes. Donc, c'est les parties codantes, comme on va voir dans les techniques de binding ou bien de coloration. Passons maintenant à ce tableau. Ça va donner le groupe, ou bien le groupage, plutôt les groupes chromosomiques humains. Donc, comme on va voir dans les TD, donc, les chromosomes sont divisés sur plusieurs groupes nommés de A à G. On a les grands métacentriques, grands submétacentriques, les médiums submétacentriques, les médiums acrocentriques. Et les trois dernières familles, c'est les médiums submétacentriques, les petits métacentriques et les petits acrocentriques. Tout ça, on va détailler dans le TD. Donc, mais gardez-vous en tête que les chromosomes sont classés sur plusieurs familles. Là, ce sont des 7 familles nommées de 1 à G. Chacun est nommé de sa taille et de la position du centromère, comme on a déjà abordé dans le titre précédent. Passons maintenant au dernier titre, les techniques de identification de chromosomes ou bien les bonding, comme on va voir. Donc, les techniques, on a plusieurs techniques. On a les techniques classiques, on a des techniques spécifiques et on a des techniques de haute résolution ou bien dans la phase pro-métacentrique, comme on va voir. Commençons premièrement des techniques classiques. On a deux, on a les bandes G et les bandes R. Donc, ça c'est du bande G, illustré là, et ça c'est du banding R. Ce sont des méthodes inversées. Donc, on va voir. Donc, les techniques classiques, ils sont basés à une simple coloration de Gemsa qui nous permet de compter et de classer les chromosomes en fonction de leur taille et de leur indice centromérique. Ça, on a déjà dit. Les méthodes du marquage, c'est le bonding qui va révéler le long des chromosomes. Donc, les chromosomes vont subir des bondings. Ce sont des bandes claires et des bandes foncées qui correspondent à de l'euchromatine et de l'hétérochromatine. Donc, on dispose de méthodes.
Donc, on a du bond G, c'est le GTG qui va être obtenu par une dénaturation enzymatique. Donc, après une dénaturation enzymatique, une coloration par la GEMSA, on va voir deux structures, ou bien des bandes claires et des bandes sombres. Ça, ce qui correspond à de l'euchromatine et de l'hétérochromatine respectivement. Et ça va nous bien permettre de préciser la position des gènes ou bien des allèles. La deuxième méthode, c'est les bandes R ou bien le RHG, c'est par dénaturation thermique. Et notez bien que ces deux techniques-là sont complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que, comme illustré là dans l'illustration, les chromosomes à gauche ils sont colorés ou bien obtenus par les bandes G et superposés à elles à droite, là ce sont des bandes qui sont obtenues par les bandes R. Donc la bande qui est sombre avec l'une des techniques, elle va apparaître claire avec l'autre, donc ils sont inversés. Ces deux méthodes-là, quand vous voyez une bande sombre à gauche, elle correspond à une bande claire à droite, donc les deux techniques sont complémentaires. Donc, prenons l'exemple dans des bandes G. Là, ce sont des bandes G, par exemple, le centromère, il apparaît clair. Quand vous voyez là, le centromère est clair dans les bandes G. Là, nous montre une anomalie. C'est une trisomie dans chromosome 8. Et là, vous voyez que l'inverse, le centromère là, dans les bandes G, il est coloré, il est foncé. Donc, comme récapituler là, les deux techniques notées que G et R, ils sont complémentaires. Là, à G, le centromère va apparaître clair et dans la bande R, le centromère va apparaître sombre. Donc les régions chromosomiques ou bien l'ADN sont préférentiellement transcrits et de l'hétérochromatine, c'est-à-dire des régions chromosomiques où l'ADN est préférentiellement inactif. Donc le chromatine, ce qui est en clair dans le G, c'est la partie où l'ADN il est transcrit, donc c'est pas condensé. Et l'hétérochromatine qui va apparaître sombre dans le G, donc c'est-à-dire ce sont des régions chromosomiques où l'ADN il est inactif. Un marquage des bandes G et R, ça vous devez retenir, il nous permet de visualiser 300 à 600 bandes ou bien de l'eau haploïde de chromosomes. Donc les méthodes classiques nous permettent de voir une résolution de 300 à 600 bandes haploïdes. On dispose de deux méthodes qui sont complémentaires. On a le bond G, bien le bonding G et le bonding R. Ce sont des deux méthodes complémentaires. La partie qui est sombre en l'une de ces techniques-là, elle va apparaître claire dans l'autre et vice-versa. Donc, ce sont deux méthodes complémentaires qu'on dispose afin de faire. Ça, c'était la technique spécifique ou bien plutôt la technique classique. Elle repose sur les deux bandes G et R. J'espère que c'est clair. Ça, c'est du bonding G. Et là, vous voyez, c'est le bonding R où le centromère apparaître clair. Deuxièmement, on a des techniques spécifiques. Donc, ces colorations spécifiques, ce sont les bandes C. Donc, ces bandes C, pour l'hétérochromatine constitutive, ça va nous montrer juste le centromère et les constructions secondaires. Ils sont colorés par l'imprégnation argentique pour les organites nucléolaires. Et on a les bandes Q, c'est la QFC, par coloration de quinacrine en observation de fluorescence, comme vous voyez là, indiqué dans l'illustration. Ça va colorer intrinsèquement la partie distale d'hétérochromatine et le bras long du chromosome Y. Certains centromères et certains bras courts des acrocentriques. Donc, ce sont des colorations spécifiques. Spécifique veut dire qu'ils vont colorer juste une partie là. Prenons l'exemple du banc de Q. Donc, vous voyez là, c'est pas toute la chromatine qui est colorée. C'est juste les télomères. Là, vous voyez
que c'est des centromères, des télomères, des constructions secondaires. Ça, c'est regardé par obtenir par une imprégnation argentique ou parfois par lumino, parfois la coloration en fluorescence. Ça va nous montrer, comme illustré là. Donc, c'est des fragments spécifiques qui sont observés par cette méthode-là. C'est la partie distale de l'hétérochromatine, donc comme illustré là, et même c'est là le bras court, certains bras courts des acrocentriques et le bras long du chromosome Y, comme illustré. Là, là, vous regardez, vous voyez là, c'est une coloration par fluorescence, ça c'est du bande Q. Donc c'est une coloration spéciale qui va colorer juste des fragments. C'est le cas du centromère dans les bandes C et c'est le cas du partie distale de l'hétérochromatine et du bras long du chromosome Y si c'est le cas du bande que long. Donc on récapitule les techniques spécifiques. Là, dans l'illustration, c'est la bande C qui est spécifique à des centromères et les constructions secondaires. Ça, c'est de l'imprégnation argentique. Et on a deuxièmement, c'est les bandes Q. Donc là, ils sont observés par fluorescence. Ils sont spécifiques à des parties distales, comme illustré là, et du bras pour des, plutôt du bras long du chromosome Y et certains centromères et certains bras courts. Donc ça, c'est de la coloration spécifique. Elle ne va pas montrer partout de la chromatine, c'est juste des structures spécifiques à elle et ils en sont l'indication. Donc les techniques classiques vont colorer tout le chromosome. Les techniques spécifiques, ils sont spécifiques à certaines structures, certaines parties du chromosome là, ils sont utiles pour dépister ou bien détecter des anomalies spécifiques. Donc, chaque méthode a son indication. Dernièrement, les techniques de haute résolution. Donc, c'est l'étude de cellules où là, la différence c'est en pré-métaphase. Donc, c'est pas de la métaphase, c'est la fin de prophase ou bien début du métaphase. Donc, la dernière technique là, c'est comme illustré. C'est les techniques spécifiques qui vont donner une meilleure coloration. Donc, c'est la fin du prophase, le début de la métaphase par synchronisation des cultures associées. Donc, on va utiliser la base de bromodisoxydirine ou bien le BRDU qui va modifier les propriétés tinctorielles des bandes chromosomiques. Donc, quel est le bénéfice de ces techniques de haute résolution? Là, on va augmenter la résolution. On va pas avoir de 300 à 600 mégabandes. Là, on va observer de 600 à 800 bandes de l'eau haploïde de chromosomes. Donc, c'est la résolution là, elle est plus haute, c'est plus clair et net que les précédentes. Donc, les remaniements chromosomiques sont plus fins, ils peuvent être observés, mais l'interprétation, elle est délicate et plus efficace si elle est focalisée sur chromosome ou une région chromosomique donnée. Donc, ce que veut dire là, ces techniques de haute résolution, là, on va voir plus de 600 bandes ou bien l'eau haploïde. On va passer de 600 à 800 l'eau haploïde, mais elle est mieux visualisée, mieux utilisée si on focalise sur un chromosome ou des régions chromosomiques données. Donc, ça va bien permettre de faire le diagnostic certitude, le diagnostic exact, la visualisation à haute résolution de certaines régions. Donc là, c'est l'exemple de la trisomie 21 qui est facilement détectée par la méthode ou bien la technique de haute résolution où on a focalisé sur le chromosome 21 et ça nous a donné une anomalie. Vous voyez là, c'est une trisomie 21. Donc, si on récapitule, on a trois méthodes. Les méthodes classiques, gardez-vous en tête, c'est les bandes G et les bandes R qui sont inversées, sont complémentaires. On a les techniques spécifiques, c'est les bandes C
ou bien les bandes de Q. Chacune a son indication. Et dernièrement, la technique de haute résolution, ça va augmenter ou bien ça va nous donner une observation plus détaillée. On va passer de 300 jusqu'aux 600 à 800 bandes de l'eau haploïde. Elle est plus efficace et vous permet de mieux visualiser si elle est focalisée sur un chromosome ou bien une région chromosomique. Là, dans le support, on a l'exemple de la détection du chromosome, la trisomie 21, le syndrome de Down. Là, vous voyez, c'est la trisomie de Down. Donc, la technique de haute résolution, c'est la méthode de choix, c'est la méthode de haute résolution qui va nous permettre ou bien mieux visualiser une structure ou bien un chromosome. Donc, ça, c'était la fin de ce cours-là. C'était un cours facile. C'était le karyotype normal. Et vous voyez, là c'est un karyotype normal. Donc, c'était la fin de notre cours. On va détailler plus ces types de chromosomes avec les familles dans les TD. J'espère que la vidéo était bénéfique et utile. Restez abonnés pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Merci pour votre attention, mes chers confrères, et bon courage.